Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Bâtir et prouver sa conformité RDUE. On va regarder ça à travers un cas pratique et je vous donne un scoop. On va regarder l'industrie du grand commerce en fait. Donc je vous rappelle que ce webinaire est enregistré. Je me présente, je suis Florent Bouguin, chef de la direction technologique chez Optel. Alors le sujet qui nous rassemble aujourd'hui est très concret. Comment transformer les obligations de conformité imposées par la RDIE en un dispositif solide et vérifiable? Donc capable de tenir face à un audit, on aura l'occasion d'en parler ensemble, tout en étant opérationnel pour les entreprises. Alors je vous le donne en mille, la clé de ce dont on va discuter, c'est vraiment la fiabilité des données. C'est structurer la traçabilité et prouver la conformité. Alors, je suis très ravi d'animer cette discussion avec deux partenaires essentiels dans cette démarche. Merci Simon et Emmanuel. Je laisserai Simon et Emmanuel se présenter bien mieux que ce que je peux le faire. Simon de chez GS1 France. Je dirais en quelques mots, Simon, pour les standards qui simplifient, fiabilisent et rendent interopérables les échanges de données. Et Emmanuel Audouin de chez Bureau Veritas pour l'accompagnement dans la mise en place de la diligence raisonnée et l'audit indépendant garant de crédibilité. Simon, veux-tu te présenter? Bonjour à tous. Écoutez, ravi aussi d'être là à vous parler, pour vous parler de conformité RDE, ce sujet qui est à la fois très important et très complexe. Moi, du coup, je travaille chez GS1 France. Je suis ingénieur agronome et chez GS1 France, je m'occupe principalement de projets de traçabilité bout en bout du champ, on va dire, jusqu'au maillon final qui souvent est un distributeur. GS1 France, en deux mots. On est une structure qui est neutre et à but non lucratif et qui a été créée il y a 50 ans par des opérateurs du commerce pour simplifier les échanges de données entre eux. Donc d'abord plutôt à l'aval des chaînes et avant tout alimentaires, aujourd'hui dans plein de secteurs, et de plus en plus vers l'amont des chaînes, de l'amont à l'aval, parce que il y a de plus en plus d'attentes de consommateurs en termes de traçabilité, de réglementations qui sont ambitieuses et complexes, de demandes en termes d'innovation, etc., qui nécessitent d'avoir beaucoup de données qui circulent sur toutes les chaînes. Donc vous comprenez pourquoi nous, on est un opérateur qui facilite les échanges de données, pourquoi cette réglementation, elle est tout à fait en lien avec l'activité qu'on a. Merci Simon. Emmanuel, à toi. Oui, bonjour, et puis merci pour l'invitation pour monter ça en collaboration à trois voix. Donc, Emmanuel Audouin, je suis également de formation agro. Je suis depuis 15 ans chez Bureau Veritas. Alors, Bureau Veritas, comme vous voyez, c'est une vieille dame, 1828, bientôt 200 ans, présent dans 140 pays. Nous, notre métier, c'est à la base être tiers de confiance. Donc, on connaît et on agit déjà sur les filières correspondant aux 7 matières premières et produits dérivés touchés par le RDUE pour l'instant. Donc, vous pouvez nous connaître à travers des prestations d'audit et on va en parler tout au long de ce webinaire. Mais on est également très sollicité par les entreprises qui ont besoin de se mettre en conformité avec cette réglementation qui leur est tombée sur le coin de la tête. Comme on dit, l'horloge tourne puisque la plupart des entreprises devront être en conformité pour la fin de l'année. Et faire une due diligence, une diligence raisonnée en bon français, ce n'est pas simple. Toutes les entreprises ne sont pas à l'aise avec ça. Donc, on intervient pour les aider à y voir clair et structurer quelque chose, notamment pour avoir des données vérifiées, solides et les bonnes procédures pour pouvoir répondre à la réglementation et être prêt en cas de contrôle. Donc, j'espère qu'on va pouvoir vous clarifier tout ça. Merci Emmanuel. Puis pour notre part, Optel, on apporte la dimension technologique à la discussion pour servir cette conformité RDE, pardon. Donc chez Optel, on opère via notre plateforme Opchain qui est dédiée à la traçabilité de bout en bout des chaînes d'approvisionnement, la gestion centralisée des déclarations de diligence raisonnée dont on va beaucoup parler, DDR, et bien sûr la gestion proactive des risques liés à la RDE. Donc avant de sauter et de commencer, quelques rappels pratiques. Le webinaire est enregistré.
Donc, vous recevrez le lien vers l'enregistrement après la session pour le revoir ou le partager à vos collègues. Et nous allons dérouler une discussion pendant environ 30 minutes entre Simon, Emmanuel et moi. Et ensuite, on aura une période de questions et de réponses à laquelle Simon, Emmanuel et moi nous répondrons. Donc, je vous invite dès maintenant à poster dans l'onglet chat du Zoom les questions que vous avez tout en cours de cet échange, de cette session. Puis, je me fais un devoir de les relayer à la fin, donc à la fin du 30 minutes, à nos intervenants. D'accord? Donc, let's go. On démarre avec un véritable enjeu, c'est les données. Puis, donc, on va commencer par ce sujet-là. Je pense qu'on est tous pour dire que c'est l'essentiel. Donc, j'ai envie tout de suite de t'envoyer la balle, Simon, avec ton expérience, là. Pourquoi, ce que tu vois avec tes membres et tout ça, pourquoi est-ce si complexe aujourd'hui d'échanger des données fiables entre les acteurs de cet écosystème? Oui, alors question très importante. Merci Florent. En fait, c'est avant tout parce que là, dans le cadre du RDUE, on ne parle pas de n'importe quelle donnée. On parle d'une grande quantité de données qu'on doit aller chercher jusqu'au bout des chaînes d'approvisionnement qui sont parfois à l'autre bout du monde. Je vais donner deux, trois chiffres qui vont répondre à la question. Euh, D'abord, il faut savoir que dans une tablette de chocolat, il peut y avoir le cacao de plusieurs centaines à plusieurs milliers de producteurs qui est mélangé. Donc pour avoir la traçabilité à la parcelle, pas simple. Deuxième chiffre qui vient s'ajouter à ça, on a avec des distributeurs ici en France calculé que chez eux, il y avait en ordre de grandeur 20 000 références qui sont concernées par le RDE. Donc ça touche beaucoup de produits. Et avec d'autres entreprises, malheureusement, je peux pas les citer, mais on a calculé que certaines entreprises allaient devoir faire plusieurs dizaines de millions de checks RDE par an pour être en conformité. Donc je pense qu'au travers de ces trois chiffres, on voit pourquoi l'échange de données va être crucial et très complexe parce qu'en fait, il y a une grande quantité de données et des données qui sont pas faciles à avoir. Donc, c'est pour ça que nous, GS1 France, nos membres, qui sont des distributeurs, des industriels, nous ont contactés pour les aider à développer des standards qui vont pouvoir entrer et supporter les outils qui permettront la conformité, comme Opchain. Et ça, je pense qu'on en reparlera un petit peu tout à l'heure. Ouais, bah, tu me permets, j'ai envie de sauter sur ce que tu nous partages, Simon, parce que euh, en fait, j'ai envie de partager à l'équipe, là, à l'audience, la diversité et la complexité des données dont tu nous parles, là, qu'il faut aujourd'hui collecter pour répondre aux exigences de la RDU. Si je commence, la géolocalisation. Je pense qu'on peut dire que le cœur de la conformité, RDE, repose sur cette capacité à démontrer l'origine géographique précise des matières premières, dont tu as mentionné par exemple le bois, le cacao, le café, caoutchouc et d'autres. Et ça implique quoi? Ça implique d'obtenir les coordonnées géographiques, des fichiers de type polygone. Alors bon, il y a des formats comme le format GeoJSON, par exemple, et puis parfois même des adresses structurées pour la géolocalisation fine des sites. Et quand c'est pas disponible, il faut trouver des alternatives. Donc là, le premier défi, comme tu nous le disais, Simon, c'est la qualité de ces données qui varie fortement selon les fournisseurs, leur niveau de maturité technologique ou pas, leur localisation, etc. Deuxième point de collecte de données, c'est l'évaluation du risque de légalité. Et au-delà de la traçabilité et des preuves documentaires, l'entreprise doit être en mesure de démontrer qu'elle a évalué le risque que les matières premières soient issues de légales. Donc en fait, hyper important, pas juste de la géolocalisation. Donc là, il y a trois niveaux progressifs qu'on a mis en place dans ces années. Le premier, c'est l'analyse automatisée. Ça te permet d'être à l'échelle. Et puis ça, c'est basé sur des indicateurs publics, du genre l'indice de performance environnementale, EPI, ou l'indice de perception de la corruption, CPI, etc. Donc là, on a ces indicateurs publics. Donc, tu agrèges ces indicateurs, puis tu as des scores. Mais c'est souvent pas suffisant. Deuxième étape, deuxième niveau, c'est le questionnaire d'auto-évaluation, Self-Assessment Questionnaire.
Donc, un autre type d'information qu'il faut aller collecter. Puis là, si un risque non négligeable est détecté, donc le fournisseur doit compléter ce fameux SAQ d'une façon très approfondie. Puis là, bah, il faut bien sûr que l'outil logiciel de techno gère des campagnes, intègre les réponses, fait suivre les réponses aux clients et aux partenaires comme Bureau Veritas, qui dans certains cas doit aller vérifier ce qui a été rempli dans ces SAQ et le risque associé. Puis enfin, troisième niveau même de collection de data, bah, c'est les audits physiques. Puis Emmanuel sera bien mieux placé que moi, mais si le SAQ révèle un risque, ben là, il y a un audit de terrain qui doit être lancé, déclenché. Donc là, les rapports d'audit doivent être visibles dans Upchain, etc. Donc on voit que cette partie d'évaluation du risque de légalité, elle est clairement non négligeable. Mais il n'y a pas que ça que demande l'Europe. C'est le fameux DDS, là, la déclaration de diligence raisonnée. C'est que surtout quand on est dans le use case des commerçants, et tu parlais tantôt, et on parlait, je crois, de la grande distribution, c'est que la réglementation impose que pour chaque produit mis sur le marché, ben, il y a un DDS qui doit être produit puis qui doit être conservé. Donc là, ça veut dire que la plateforme, elle doit piloter les campagnes DDS auprès de milliers de fournisseurs, centraliser toutes les réponses et en plus, elles arrivent sous des formats très variés, type des PDF, des scans, etc. Vérifier automatiquement la qualité du DDS avec la campagne, la plateforme Trust de l'Europe et donc constituer un dossier EUDR, RDE vérifiable en cas de contrôle. Donc ça, c'est une autre étape de la collecte des données important. Pour pas céder, on a différents formats qui arrivent. Des fois, c'est des fichiers Excel, des fois, c'est d'autres plateformes technologiques, des plateformes fournisseurs, des documents scannés, des connexions, des bases de données dans des ERP, même des emails. Donc là, il faut avoir cette capacité à aller structurer les données et harmoniser toute cette diversité. Un autre angle que j'aimerais amener, c'est à travers les chaînes d'approvisionnement en amont, qui sont souvent partielles ou qui sont même des fois inconnus. Souvent, les compagnies connaissent leur tiers 1, les fournisseurs de rang 1. Mais après le rang 1, ça devient beaucoup, beaucoup plus flou. Donc là, on a des maillons de chaîne qui sont non déclarés. On a des fois des intermédiaires commerciaux qui perdent toute la traçabilité, manque de traçage. Donc là, il faut vraiment un système qui est capable de reconstituer progressivement cette chaîne d'approvisionnement, la cartographier jusqu'à l'origine et bien sûr identifier les zones à risque à surveiller. Donc on a différents types de documents qui doivent être poussés dans une plateforme comme ça. On a parlé de polygones, on a parlé de factures, de documents logistiques, on peut parler des attestations de diligence raisonnée, les fameux DDS, on peut parler de certificats de durabilité, de légalité et plusieurs documents qui sont spécifiques par produit, une conformité FSC par exemple et tout ça. Donc tout ça, ça doit être indexé, historisé et vérifiable par un auditeur. Donc on voit que répondre à la RDUE, ça ne se limite clairement pas à avoir juste des informations fournisseurs, c'est vraiment reconstruire une traçabilité complète, collecter les données, les structurer, puis bien sûr assurer leur auditabilité. Et en fait, c'est vraiment là, j'ai envie de t'envoyer la main, Emmanuel, parce qu'on parle d'audit depuis tantôt, de vérification. En fait, quand les données arrivent, Emmanuel, qu'est-ce qui empêche leur vérification? Oui, merci Florent et Simon. Alors, avant de répondre directement à ta question, Florent, je voudrais rappeler, revenir à l'origine, c'est que les entreprises soumises à l'EUDR ont la charge de la preuve. Donc, c'est leur responsabilité. On n'est pas sur une certification volontaire type FSC, PEFC, RSPO, Rainforest, etc. Donc, elles sont légalement responsables des informations qu'elles vont récupérer et qu'elles vont mettre à disposition. Hein, donc ça, c'est important, avec les trois piliers de la diligence raisonnée dont on a un petit peu parlé, donc la collecte d'informations, et là, c'est quand même le point dur. Hein, et une fois qu'on a collecté les informations, on doit faire l'analyse de risque et faire le risk mitigation, la bonne gestion du risque. Donc ça, c'est important, c'est les trois piliers de la diligence raisonnée. Alors après, voilà, quelle valeur on donne à ces données? Comme tu l'as dit, on est sur des données qu'on doit récupérer auprès de ces fournisseurs de rang 1, puis de rang 2, puis de rang 3. On est souvent sur des supply chains qui sont compliqués.
Hein, on peut faire venir des meubles qui sont fabriqués en Chine, mais le bois lui-même est importé par les entreprises chinoises depuis la Malaisie ou le Cameroun, donc ça peut être un petit peu compliqué. Et on est sur du déclaratif. Hein. Donc, tu as mentionné le self-assessment questionnaire, donc il y a bien self-assessment. Et donc, par rapport à ce que je disais au préalable, la question pour l'entreprise, c'est de se poser la question quel degré de confiance j'ai avec ces données et quels moyens je me donne pour vérifier à travers des audits. Alors, ça peut être des audits à distance. Un audit ne veut pas nécessairement envoyer un auditeur au fin fond de la forêt ou d'une usine dans des pays plus ou moins faciles d'accès, même si Bureau Veritas a des équipes un petit peu partout. Donc, c'est se poser la question, euh, est-ce que ces données sont bien structurées? Donc là, il y a des spécialistes avec Simon. Est-ce que j'ai des preuves que ce que me dit mon fournisseur, c'est vrai? Bon, c'est assez facile avec les moyens technologiques comme Optel, hein, de voir si les coordonnées GPS apparaissent déjà cohérentes. Hein, si on arrive dans un lotissement, hein, dans la banlieue d'une ville française pour l'exploitation de palmiers à huile, c'est qu'il y a un problème quelque part, hein, par exemple. Hein. Euh, est-ce que ces données permettront à un auditeur de l'auditer? C'est ce qu'on appelle l'auditabilité des données. Donc, c'est important, je dirais, de ne pas prendre toutes ces données ou toutes ces informations récupérées comme argent comptant, comme on dit en France, mais se poser la question, quel degré de confiance je donne par rapport à ça? Et si je n'ai pas un degré de confiance suffisant, quels moyens je me donne pour m'assurer que ces données sont robustes? Moi, j'insiste beaucoup sur la robustesse des données. Avoir confiance dans les données pour pouvoir faire sa due diligence. Ouais, c'est vraiment bon. Puis ça, je pense que ton point nous amène directement à la standardisation et aux échanges, parce qu'on parle souvent de s'échanger des données, mais on le sait tous, il faut qu'on ait un dictionnaire commun. Il faut qu'on que l'initiative que GS1 mène depuis quelques temps est un levier énorme. Puis Simon, j'ai envie que tu nous partages un peu plus, un peu tout ce que ton équipe et toi vous faites à travers le monde. Euh, Puis en fait, la question simple que je te poserai là, c'est comment les standards GS1 apportent-ils des bases solides pour structurer les données comme vient de nous l'expliquer notre collègue. Mais avant d'arriver là, Simon, j'aimerais qu'on se pose cette question-là. Puis vous voyez l'écran arriver là. Répondez, prenez le temps de nous aider à répondre à vos questions sur votre stade actuel de conformité. Donc, la collecte, la structuration des données, est-ce que c'est un problème pour vous? L'identification et l'évaluation des risques, atténuation des risques identifiés. Puis soyez pas timide parce que je vois qu'on n'a pas beaucoup de questions, fait que j'espère que ça va arriver mieux dans le sondage. Et puis la phase de vérification et de l'auditabilité. Parce qu'après, on va partir sur le standard, puis j'ai été un petit peu plus trop rapide ici. Donc je veux revenir sur ces réponses. 15 sur 15, 16 sur 16, c'est bon. Ok, on voit que c'est la collecte et la structuration des données qui fait mal, pas forcément surprenant. C'est pour ça qu'avec Simon et Emmanuel, on avait décidé de commencer par cette section-là. Je pense qu'on en a quand même un peu parlé, qu'on vous a donné des pistes. Donc, je vais revenir sur le fameux standard, parce qu'en fait, collecter et structurer des données, c'est bien, mais encore une fois, si elles peuvent être structurées de la même façon, ça va faciliter l'échange, la collaboration, ça va réduire les coûts aussi entre chacun de ces participants pour ne pas devoir toujours traduire la data dans le format. Donc, je t'envoie la balle, Simon, pour nous Mhm. expliquer comment GS1 apporte ça, en fait. Oui, bah, merci. Alors, on a commencé à le dire, là, on a en entonnoir, on est vraiment arrivé à cette question cruciale des standards. Tu l'as dit, Florent, votre plateforme, elle est capable de gérer aussi bien des mails, des PDF, etc. Mais dans la mesure du possible, il faut que les données, elles arrivent dans un format qui est structuré. Je vais quand même peut-être prendre le temps de faire une petite parenthèse sur ce que c'est un standard, parce que c'est pas toujours compris, même si là, on a commencé à l'expliquer. Je vais prendre un parallèle en espérant qu'il y ait des amateurs de vin parmi les spectateurs. Le tonneau, la barrique bordelaise, c'est un standard. C'est-à-dire qu'elle fait toujours le même diamètre, toujours la même profondeur,
Donc j'étais il n'y a pas longtemps chez un viticulteur, il nous a fait visiter son chai, il y a des grandes structures où il range ses tonneaux. Pour lui, c'est indispensable que le tonneau il rentre toujours dans le chai. Donc c'est important pour lui d'avoir que ce soit un standard. Ça lui permet de ranger ses tonneaux dans son chai correctement. Mais ça permet aussi de les transporter ensuite beaucoup plus facilement. Vous pouvez les aligner. D'ailleurs, je ne sais pas si vous voyez la chanson, le fameux 3 mâts, 18 nœuds, 400 tonneaux. Ça vient de là. Ça vient de là. Donc en fait, le parallèle, bon, il vaut ce qu'il vaut, mais une donnée, ça va être exactement pareil. Si elle a toujours un peu le même format, qu'elle est toujours écrite de la même façon, on va pas pouvoir la ranger dans un chai, mais dans une base de données facilement. Et puis on va pouvoir la transporter facilement d'un acteur à l'autre. Et là, comme on a beaucoup d'acteurs, beaucoup de bases de données, pas mal d'outils différents, on est dans cette obligation d'avoir le plus possible des formats structurés. Alors, je vais vous montrer un peu ce qui a été fait, si tu veux bien passer, Florent, à la slide suivante. Et là, on arrive Parfait. vraiment au moment critique où il va falloir qu'on soit bien coordonnés, Florent et moi, puisque tu vas passer les slides. Donc, GS1, on est dirigé par nos adhérents, donc, comme je le disais, qui sont principalement des fabricants, des distributeurs. Et donc, tous les standards GS1 qui sont créés pour être au service de ces adhérents. Et donc, ils sont co-créés avec nos adhérents, ce qui fait que tout ce travail a été un travail collectif qui a rassemblé des offreurs de solutions, des fabricants, des adhérents qui se sont mis autour de la table et qui se sont dit, voilà, pour répondre à notre problématique, on a besoin de ces standards-là. L'axe prioritaire de travail qui a été choisi, c'est de se focaliser dans un premier temps, c'est un peu contre-intuitif, mais plutôt sur l'échange de données à l'aval, c'est-à-dire une fois qu'on a récupéré la liste des parcelles, ce qui est un gros morceau, comment est-ce qu'on fait pour se l'échanger entre tous les différents maillons, tous les différents acteurs en Europe, ce qui est aussi un gros morceau. Donc, le premier on va dire, élément de standard qui a été créé, c'est celui-ci. Je prends un exemple d'un fabricant d'un distributeur, parce que c'est le plus parlant, mais ça peut marcher aussi entre un fabricant rang 1 et un fabricant rang 2. Vous êtes un fabricant, vous faites votre déclaration de diligence raisonnée que vous déposez sur une plateforme. Ça, c'est le temps 1. En temps 2, si tu peux passer, fabricant, vous envoyez une marchandise à un distributeur. Et là, bien souvent, vous allez avoir recours à un standard GS1 qui s'appelle le Dispatch Advice. C'est une sorte de bon de livraison électronique dans lequel toutes les infos de livraison vont être rassemblées. C'est un message qui est très souvent utilisé. En France, pour vous donner quelques chiffres, on estime qu'il y a à peu près 85-90% des grandes entreprises qui l'utilisent et 60% des PME. Donc, si on fait un peu un Pareto, c'est quelque chose qui peut être utilisé par quand même le plus grand nombre. Et ce message, il a un avantage, c'est qu'il s'envoie à chaque transaction. Donc, il permet de prendre en compte quel lot de produits a été envoyé. Et deuxième avantage, il est envoyé par le fabricant normalement au moment où il ferme les portes du camion pour livraison. Donc, à ce moment-là, le fabricant, lui, il sait ce qu'il a mis dans le camion, comme lot, etc. Et le distributeur qui va recevoir ce message, il a un peu de temps avant que la marchandise arrive pour l'accepter, pour la vérifier et accepter ou non la marchandise. Donc, dans ce dispatch advice, qu'est-ce qu'on va retrouver? Déjà, il y a un GTIN. Le GTIN, c'est le standard GS1 qui correspond au nom du produit. Si tu peux passer à la suite, le GTIN, il permet de faire le lien avec un autre standard GS1 qui s'appelle la fiche produit, qui est aussi un standard qui est très largement utilisé. La fiche produit, c'est une sorte de carte d'identité des produits qui gère des informations au produit, pas au lot. Donc, ce GTIN, dans cette fiche produit, vous pouvez aller avec le GTIN chercher la fiche produit. Et dans la fiche produit, vous allez avoir déjà le code douanier du produit. Et ensuite, si oui ou non, ce produit bénéficie d'une exemption permanente. Donc, vous voyez, les exemptions permanentes, c'est les codes douaniers avec un petit EX dans l'annexe 1. Donc là, vous avez un premier niveau pour savoir si oui ou non le produit est concerné par le RDUE ou pas. Deuxième niveau, c'est les exemptions temporaires. Si tu peux passer prochaine animation. Ça, c'est en cours de travail, mais il n'est pas impossible de mettre dans un dispatch advice, de mettre en gros une coche, ce produit bénéficie oui ou non d'une exemption temporaire. Et à ce moment, vous savez si le produit est concerné par le RDUE ou pas. Et donc, dans le dispatch advice, vous pouvez récupérer les numéros de DDR et les numéros de vérification. Et à partir de là, si c'est bien interfacé avec votre outil de traçabilité,
Opchain par exemple ou un autre, vous pouvez utiliser ces numéros que vous avez récupérés au travers du dispatch advice pour les rebrancher sur votre outil et aller chercher dans la plateforme européenne la déclaration de diligence raisonnée qui correspond, la vérifier et ensuite accepter ou non la marchandise. Voilà un peu le schéma. Donc, bien sûr, tout ça, c'est plus compliqué que ça. C'est complété par d'autres standards qui vont être utilisables entre des partenaires qui n'utilisent pas le DI. Ce que je vous l'ai dit, ça permet de répondre à une grande partie des besoins pour une grande partie des acteurs, mais pas tous. Donc, il va falloir le compléter par d'autres standards. Mais au moins, il y a une manière à peu près fiable et qui utilise déjà les processus existants de s'échanger ces informations-là. Waouh! Mais ouais, est-ce que Simon, tu pourrais nous dire comment cela aide le standard là, ou les standards, comment ça l'aide un fournisseur dans le contexte de la grande distribution? Tu nous disais tantôt que c'était super compliqué cette réalité-là, des milliers de SKU, des milliers de fournisseurs. Peux-tu nous traduire ça dans la grande distribution, s'il te plaît? Bah, alors, si je suis distributeur, moi, je vais pouvoir, c'est quand même du boulot, hein, mais entre guillemets, de me contenter de recevoir les dispatch advice, les bons de livraison électronique que je reçois déjà. Là, j'ai besoin d'un outil pour, dans chaque bon de livraison électronique, aller chercher les deux codes qui sont du coup écrits de manière standard, donc qui sont récupérables facilement. Donc, pardon, d'abord pour vérifier que le produit est concerné par le RDUE. S'il est concerné par le RDUE, aller chercher les deux codes, donc le numéro de DDR et le numéro de vérification qui me permettent de me connecter à la plateforme européenne. Je récupère ces codes, je me connecte à la plateforme européenne et je fais ma vérification. Au moins, grâce à ce standard, j'ai la garantie de recevoir pour chaque produit que je vais commander les bonnes infos au bon moment et d'avoir le temps de les vérifier avant que mon produit arrive. Parfait. C'est clair, c'est beaucoup plus clair pour moi. J'espère que ça allait pour vous tous aussi qui écoutez le webinaire. N'hésitez pas, si vous avez des questions avec Emmanuel et Simon, ça nous fera plaisir d'y répondre. Vous allez dans le chat, puis vous questionnez. Mais là, j'ai envie d'amener la techno maintenant parce que moi, je la vois comme une des solutions, Simon, avec cette complexité que tu nous présentais. En fait, des plateformes technologiques de traçabilité comme Opchain, bah, en fait, elles transforment cette base de standards en traçabilité opérationnelle et vérifiable, comme nous le disait Emmanuel. Puis, moi, ce que j'aime, c'est que les standards GS1, comme tu nous l'as montré, ça pose les bases solides pour structurer les données, les identifiants uniques, les formats d'échange. Super. L'interopérabilité, elle est là. Mais ensuite, il faut transformer ces fameux standards en Mhm. traçabilité opérationnelle, vérifiable. Il faut reconstruire la fameuse chaîne d'approvisionnement d'un produit depuis sa matière première jusqu'au produit final mis sur le marché. Donc, quand tu parles de end-to-end ou de bout en bout, on est clairement dans un cas comme ça. Et puis, bah, il faut documenter cette cartographie, cette chaîne finalement de manière auditable pour pouvoir démontrer quand ce sera demandé cette fameuse conformité à la RDE. Donc, c'est en fait quelque chose qu'on fait dans une plateforme technologique comme Opchain, c'est vraiment la collecte multiniveau et multisource. Donc, faut agréger les données de traçabilité à tous les niveaux de la chaîne. Donc, on a parlé de fournisseurs de rang 1, les fournisseurs directs, les indirects, donc ça, c'est les 2, 3 et 4, jusqu'à la matière première comme la ferme, la forêt. Donc, ça, c'est la première étape. Puis, les données, elles peuvent venir de ERP, de portails fournisseurs, de documents structurés ou non structurés, comme on disait, avec des factures, attestations pardon, de certificats. Une fois qu'on a fait cette agrégation, ben, en fait, il faut reconstruire et visualiser la chaîne. Ça, c'est la deuxième étape, c'est la cartographie dynamique de la chaîne. Fait que là, on met les flux physiques là-dedans. Fait que ça commence à bouger. Les flux d'informations, les sites, les géolocalisations, les transformations subies par les produits, parce que souvent, tous ces partenaires d'affaires vont transformer un raw material en produit. Donc là, on identifie comme ça les zones à risque, les ruptures s'il y a de traçabilité, les maillons faibles. Puis une fois qu'on a ça, troisième étape et dernière, c'est l'évaluation des risques.
et la vérifiabilité. Et donc là, en fait, c'est là où Opchain met une couche d'intelligence là-dessus pour évaluer les risques géographiques, légaux, sociaux, environnementaux qu'on a parlé, pour scorer les fournisseurs, pour détecter des anomalies, et puis pour garantir que la chaîne est documentée et vérifiable avec les preuves de géolocalisation, conformité des sites, les documents associés, les pistes d'audit structurées. Donc, c'est vraiment, comment dire, cette capacité à rendre la traçabilité opérationnelle et vérifiable qui permet de produire des déclarations de diligence raisonnée crédibles face aux autorités. Donc, je dirais que oui, GS1 donne une base fiable. Oui, une plateforme de techno comme Opchain bâtit dessus un système de traçabilité dynamique, vérifiable, orienté. Et là, donc, on a besoin d'organisations telles Bureau Veritas pour nous amener cette crédibilité dans la donnée, en fait. N'oubliez pas, des questions sont vraiment appréciées. Je vais justement sauter et partager la main, Emmanuel, en fait, parce qu'on a parlé de conformité, on a parlé de vérification. La question que j'ai envie de te donner, c'est à partir de quand un système de traçage devient-il vérifiable? Oui, merci. Alors, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre un auditeur derrière chaque lot, chaque expédition, chaque fournisseur, etc. Il n'y a pas de modèle économique autour de ça. Donc, ce qu'on va regarder d'abord, c'est comment l'entreprise, elle s'est structurée par rapport à la récupération et au traitement de ces données. D'ailleurs, le règlement européen dit bien qu'il faut documenter un système avec des procédures. Alors, comme je le dis souvent, il ne faut pas faire d'usine à gaz. Vous ne visez pas, si vous êtes soumis à l'EUDR, à une certification ISO, etc. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il n'y a pas de certification EUDR, hein, c'est de la réglementation. Donc, c'est-à-dire qu'il faut décider, écrire, mettre la bonne gouvernance, comment sur ce sujet-là, qui fait quoi, comment, dans quel outil par rapport à l'EUDR, hein, qui collecte les données, qui vérifie ça, dans quel outil vous allez stocker, qui va avoir autorité pour accéder à telle ou telle information, qui va gérer le stockage des données pendant un minimum de 5 ans. La réglementation exige 5 ans par rapport à l'EUDR. Donc, on va déjà regarder voilà, comment l'entreprise s'est structurée pour mettre de la confiance autour de ça. Hein, donc ça, c'est la première chose qu'on nous demande pour que nous, on puisse, si on nous demande de venir auditer une entreprise par rapport à sa conformité UDR, il y a déjà des entreprises qui nous contactent par rapport à ça, se disent, moi, j'ai déjà bien travaillé, j'ai mis en place mon système, j'ai bien avancé dans le domaine techno. Donc, on va commencer par vérifier ça. Et ensuite, nous, on va vérifier par échantillonnage sur quelques cas voilà, que tout le flux des données à travers une plateforme est cohérent et que tout ça donne bien confiance. Et comme on le dit chez nous en bon français, qu'il n'y a pas de trou dans la raquette. Voilà comment on procède. Et comment, Emmanuel, un auditeur comme chez toi, là, quel est son rôle dans la construction de la crédibilité d'une DDR, d'une due diligence raisonnée? On a parlé de beaucoup de data et tout ça, mais moi, je veux avoir vérifié par BV là, pour avoir de la confiance. Ouais, alors tout à fait, l'enjeu, il est là. Donc, comme on ne peut pas avoir un auditeur, donc un auditeur, une personne, hein, un homme ou une femme qui vérifie justement chaque lot, chaque DDR, etc., on va faire ce système de vérification du système, de l'organisation de l'entreprise. Et c'est là tout l'enjeu pour les entreprises, et notamment pour les plus petites, mais pour les grandes, ce n'est pas nécessairement évident parce que qui va gérer ça dans l'entreprise? Est-ce que c'est le service achat? Est-ce que c'est le service RSE? Etc. Donc, il y a toutes ces questions-là à se poser en termes de gouvernance et comment l'entreprise va se structurer pour que les DDR, par rapport à ta question, soient porteuses de confiance en tant que telles. Qu'est-ce que le service achat fait pour sourcer un nouveau produit et un nouveau fournisseur? Quelles sont les informations qu'on demande avant de référencer un nouveau fournisseur ou un nouveau produit? Donc, nous, on va la challenger l'entreprise par rapport à ça. On va échantillonner quelques flux de données sur quelques produits pour vérifier que
ce qui est prévu de mettre en place fonctionne et ça permettra, alors non pas de certifier EUDR compliant, parce qu'il faut rester très modeste par rapport à ça, parce que comme l'a dit Simon, ça peut être des millions de lots et des millions d'informations, donc on ne va pas tout regarder, mais ça permettra de dire à l'entreprise, écoutez, vous avez fait le job hein, et vous avez mis un degré de confiance qui nous paraît satisfaisant quand on nous demande de faire une gap analysis par rapport aux exigences de l'EUDR. Parfait. Merci, merci Emmanuel. Je vois le temps, donc on rentre dans notre temps, qu'on s'est donné une bonne demi-heure. Je vais finir donc par la conclusion, messieurs, avant de sauter sur les questions et réponses. J'en ai vu une arriver dans le chat, donc bien sûr qu'on va y répondre ensemble. N'hésitez surtout pas, mesdames, messieurs. Euh, je vais commencer par toi, Simon. Je vais ensuite aller sur Emmanuel et Florent. Donc, préparez-vous à ma question et à vos réponses. Donc, pour conclure, ce que je vais vous demander, messieurs, c'est en une phrase, OK? Qu'apporte votre contribution à la conformité RDIE? À toi, Simon. Ouais, alors, en une phrase compliquée, mais une grande phrase alors. Nous, notre contribution, elle est indispensable pour faire en sorte que les différents outils de conformité, comme Opchain ou d'autres, puissent communiquer entre eux et qu'ils puissent faire leur job, comme tu le disais très bien, Florent, de rajouter une couche d'intelligence par-dessus le standard. Et c'est aussi indispensable pour compléter le travail d'Emmanuel et de Bureau Veritas, on va dire pour faire la vérification euh, sur un niveau zéro sur un très grand nombre de produits, tandis que Emmanuel, Bureau Veritas ou d'autres auditeurs vont aller sur un niveau beaucoup plus fin, mais sur un plus petit nombre. C'est bien, c'est bien. Emmanuel, quant à toi? Oui, alors je suis désolé, je vais répondre en deux parties parce que notre contribution, c'est le marché hein, qui nous fait évoluer là-dessus. Elle peut être à deux niveaux. C'est d'abord tout simplement d'aider les entreprises à prendre le sujet de façon très très basique, des entreprises qui ne savent pas par quel bout prendre le sujet parce qu'elles ne savent pas ce que c'est qu'une diligence raisonnée et donc elles doivent attaquer, elles doivent d'abord comprendre le sujet. Donc il y a beaucoup de travail d'alignement, de formation et puis ensuite attaquer la structuration. Et puis ensuite, le deuxième niveau, hein, par rapport à notre contribution à la conformité RDUE, c'est les entreprises qui ont pu mettre en place leur système, qui ont travaillé avec vous ou avec d'autres, de venir vérifier que leur système fonctionne avec de la confiance et qu'il n'y a pas de trou dans la raquette et qu'elles peuvent être relativement sereines en cas de contrôle par les autorités de contrôle. Vous savez que chaque pays européen va mettre en place des autorités de contrôle à partir de janvier de l'année prochaine. Donc voilà, deux types de contributions en fonction des demandes des entreprises. Parfait. Et si je me prête à l'exercice, je dirais que Optel, via Opchain, on permet de bâtir une data highway, là, une autoroute des données sur la chaîne d'approvisionnement, traçable, structurée et auditable, qui permettent de servir les objectifs de conformité RDUE, c'est sûr, mais pas juste ça. On le sait tous qu'il y a d'autres réglementations qui nécessitent cette visibilité sur la chaîne d'approvisionnement et d'autres enjeux comme la réputation, par exemple, d'une marque. Donc, c'est vraiment une gestion proactive des risques et une création de valeur sur la chaîne. Merci Simon. Merci Emmanuel. Donc, je vais maintenant passer sur la partie questions et réponses. Donc, je vais arrêter de partager les diapos et je vais, en fait, celle qu'on a. Alors là, je regarde. OK. Alors, on a eu dans le Q&A, on a eu cette question-là. Comment standardiser quand justement les modes de transmission des DDS sont multiples? Envoi sur Bill of Lading en papier, par exemple, fichier Excel, envoi par EDI. Alors, messieurs, bah, j'ouvre au niveau techno, puis ensuite, allez-y. Euh, en fait, ce point est super important parce qu'on a plusieurs façons de récupérer la donnée. Comme on a dit, donc fichier Excel,
ou spreadsheet, on va dire ça comme ça, des déclarations papier qui sont converties en PDF. Donc là, il faut être capable de lire un PDF et donc un bill of lading, un shipping order, un purchase order, un work order. OK. Et donc, en fait, il faut, puis il y a des attestations ad hoc, hein, en passant, genre attestation FSC, par exemple. Donc, nous, la façon dont on a amené ça, c'est qu'avec Opchain, on a des outils qui permettent de convertir ces données en format utilisable. Donc ça, pour ça, c'est de l'automatisation à fond. C'est l'IA qui extrait, qui lit les documents, qui extrait les documents. Et c'est basé sur des processus de validation que BV a mis en place, donc les SAQ, par exemple. Une fois que ces données ont été extraites d'un bill of lading, mettons papier, ben là, de là, après, on intègre ça dans le processus. Donc, on va tracer l'origine, on va documenter sa fiabilité, on va regarder est-ce qu'il y a des anomalies, est-ce que ça, tu sais, est-ce que l'endroit qui est mentionné est bien l'endroit où la transaction a eu lieu, par exemple. Donc, on permet comme ça d'expliquer aux autorités ce qui s'est passé si besoin. Donc ça, c'est hyper important. Puis je dirais aussi que c'est pas vrai que toute une supply chain est JS1 ready. Ça, on aimerait tant, mais on voit que tous ces milliers d'acteurs-là ne suivent pas tous. Donc il faut avoir cette capacité de prendre des données structurées GS1 et non structurées GS1, de les transformer ensemble, de faire qu'elles parlent le même discours, donc le discours présenté par Simon, et ensuite d'attaquer les DDS. Moi, c'est un petit peu comme ça que j'aurais répondu. Je ne sais pas, Simon, ou... Bon. vas-y. Bah, tu as dit le principal, mais je vais simplement compléter. Effectivement, toutes les supplies seront pas GS1 d'ici le 30 décembre 2025. Il y a des producteurs de cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana pour lesquels ce sera pas possible. Idem pour des palmiers à huile en Asie du Sud-Est. Bref, mais quand même, en faisant en sorte que la majorité des échanges, en tout cas en Europe, se fassent selon les standards qu'on a définis, on amène quand même une vraie optimisation, une vraie simplification, et tout ça, c'est gage de fiabilité aussi, parce qu'on arrive sur des données qui sont passées brutes et qui sont traitées brutes, où du coup, pour les différents outils, c'est plus facile à gérer et on amène de la fiabilité. Et donc, pour justement faire de la standardisation quand il y a autant de modes d'échange de données possibles, et ben justement, il faut faire ce qu'on fait chez GS1, mettre tout le monde autour de la table et se dire, bon, bah, si je fais de l'EDI, je vais utiliser ce schéma de données. Si je ne fais pas d'EDI, je vais préférentiellement utiliser ce schéma de données, par exemple du WebVoc ou autre chose. Tout ça, c'est possible et ça permet de limiter au maximum les échanges les plus complexes qui peuvent être du fichier Excel, du BL, des coups de téléphone, etc. Parfait. Excellent. Messieurs, une autre question qu'on a eue. Pouvez-vous préciser à quoi correspond la mention EX devant le HS code sur l'annexe 1 des produits concernés? Qui c'est qui veut se lancer? Allez, je prends. Vas-y. Je prends parce qu'on a souvent ces questions-là. Alors, c'est vrai que l'annexe 1, c'est un peu le livre de chevet et tout le monde se débat un petit peu avec ça. Donc, EX, ça veut dire que c'est un extrait. Je vais prendre un exemple. Il doit y avoir un code, un HS code, donc un code douanier qui correspond aux chaises, par exemple. Mais vous comprenez bien que seules les chaises en bois, donc c'est un extrait de ce code-là, seules les chaises en bois sont soumises à l'EUDR. Les chaises en tôle ou en aluminium ou en plastique ne sont pas sujets à l'EUDR. Donc, c'est vrai que c'est un vrai travail de pointage qu'on fait avec les entreprises avec lesquelles on travaille, c'est de prendre tout leur périmètre produit et de vérifier quel est exactement le périmètre soumis à UDR. Et quelquefois, les entreprises, elles en retrouvent dans les coins de leur catalogue produit parce qu'elles ont oublié, ah oui, on a telle référence qui est en caoutchouc, etc. Donc, il y a un vrai travail pour pointer tout ça. Et quelquefois, le diable est dans les détails. On le voit à travers les différentes FAQ qu'on reçoit de la Commission européenne. Donc, ça veut dire extrait, en fait. Ok, c'est assez clair. Merci beaucoup. Je regarde une autre question. Opchain permet-il la gestion des risques et gestion opérationnelle des DDR?
Donc, oui, et qu'est-ce qui nous différencie par rapport aux autres compétiteurs du domaine? Tout à fait. Donc, en fait, oui, la réponse déjà, Opchain fait cette gestion des risques et cette gestion opérationnelle. Le gros différenciateur d'Opchain, c'est la traçabilité. Opchain et Optel, ça fait 35 ans qu'Optel fait de la traçabilité, et maintenant presque 36. Donc, Opchain, c'est vraiment toute cette notion de traçabilité. Donc, quand vous avez une chaîne d'approvisionnement, on a beaucoup parlé depuis tout à l'heure de la traçabilité nécessaire en amont, donc depuis la ferme, et d'être capable de collecter toutes les informations jusque à vous, manufacturier ou trader. Mais souvent, ça ne s'arrête pas là. La traçabilité doit ensuite continuer parce que des DDS doivent être intégrés dans une recette. Par exemple, vous faites du chocolat, vous utilisez de l'huile de palme sous un DDS, puis en même temps, je ne sais pas moi, du cacao sous un autre DDS avec différents lots. Là, il y a toute une étape de mélange de recettes. La traçabilité doit être encore maintenue dans ce domaine-là. Et ensuite, la traçabilité doit continuer en aval de la chaîne d'approvisionnement lorsque on parle d'agrégation au niveau de la palette, au niveau des containers et tout ça. Donc, toute l'étape critique d'une chaîne d'approvisionnement, agréger, désagréger des données, euh, Tel et Opchain font très bien. Et là, c'est le gros différenciateur de Opchain par rapport aux autres plateformes qui vont faire de l'analyse de, pardon, de l'analyse de risque et de la gestion de DDS, mais avec plus de lacunes en termes de traçabilité. Ensuite, une autre question. Avez-vous des chiffres à nous partager qui permettraient d'illustrer l'effort à fournir, le budget global pour mettre en place son premier reporting RDUE pour une entreprise industrielle? OK. Euh, bon, je peux commencer, puis sentez-vous à l'aise, Emmanuel et tout. Je sais Mhm. que tu en rencontres beaucoup des clients. Bon, en fait, nos clients, plusieurs étapes. Pour être très transparent, il y en a certains qui décident de ne pas avoir une plateforme digitale et puis qu'ils se disent qu'on va être capable de gérer ça en format Excel parce qu'on a une petite supply chain, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts. Sachez quand même que ça se peut, c'est faisable. Il y a quand même un travail après à aller vérifier, avoir une connexion au portail Trace européen. Donc, encore une fois, la connexion peut être manuelle, c'est-à-dire que vous pourriez aller avec un login puis aller voir tout ce qui se passe dans le portail, les DDS et tout ça. Enfin, ça se fait, hein. Manuellement, ça se fait. Donc, dans certains cas, je dirais que ça demande à peu près un, un full-time equivalent employee pour faire un peu ce travail-là de reporting. C'est là où le business case, en général, est facilement justifiable pour aller rentrer sur une plateforme digitale parce que les coûts sont moindres, ça automatise tout ça, ça vous permet de faire autre chose, ça élimine le niveau d'erreur, etc. Donc, les chiffres aussi que je vous partageais, c'est un petit peu ça. Là, une plateforme digitale va être bien moins dispendieuse donc, que un headcount, une ressource temps plein. Puis également, dans les coûts qu'il faut savoir, il y a quand même, si vous allez sur une plateforme digitale, il y a un déploiement. Une plateforme digitale, c'est pas comme quand on download Facebook, ça se fait en un clic. Il y a un travail à faire, puis peut-être que vous voulez automatiser beaucoup avec vos processus à vous, vos systèmes d'achat, de réception de commandes, etc. Donc, il y a des ponts TI à faire, etc. Ça prend un certain temps. Par expérience, vous avez le go live au bout d'un mois. En général, c'est ce qu'on voit. Donc, on débute et un mois plus tard, la plateforme, elle est en fonction chez vous. Donc, les ressources sont souvent limitées quand c'est cette première étape-là, parce que la plateforme a cette capacité avec des API et tout de se connecter un peu à tout et n'importe quoi. Puis après, si nos clients veulent des demandes un petit peu plus spéciales, plus complexes, etc., bah, c'est possible, mais c'est là où il y a plus de ressources qui sont engagées. Mais pour avoir le minimum pour être conforme d'un point de vue plateforme digitale, c'est après un mois, ça y est, ça roule. Et Emmanuel, veux-tu rajouter des points Ouais. là-dessus? Oui, je vais compléter si tu veux. Donc, il y avait deux parties dans la question de notre participante. Là, c'était l'effort et le budget. Alors, concernant l'effort, donc nous, par rapport à des entreprises qu'on accompagne, donc il faut quelqu'un dans l'entreprise pour travailler sur structurer cette due diligence, les procédures, les enregistrements, récupérer les données, risk mitigation, etc. Il faut prévoir une durée de 3-4 mois. Donc, en 3-4 mois, on peut monter un système qui tient la route.
hein, mais il faut que l'entreprise y mette quand même un minimum de ressources, notamment pour aligner toutes les fonctions concernées. Et puis le budget, ça va dépendre bien sûr de la taille et du périmètre de l'entreprise. Nous, ce que je peux dire, c'est on accompagne aussi bien des entreprises de moins de 10 personnes qui font uniquement de l'import de cacao de Côte d'Ivoire, donc avec un périmètre très réduit, que des multinationales qui sont présentes dans 30 pays avec 1000 fournisseurs qui sont concernés par le UDR. Donc tout ça, ça se chiffre. Et donc, il y a un variable en fonction de la taille du périmètre. Merci. Je lis une autre question qui nous a été partagée et merci, hein, c'est super de voir ça. La traçabilité concerne les matières premières, mais pas les produits finis. Exemple, soja en tant que matière première est concernée, mais la sauce soja ne l'est pas en tant qu'importateur. Devons-nous transmettre les DDS des matières premières incluses dans la recette? Merci pour votre confirmation. Vas-y, Emmanuel, je te sens pas mal là-dessus. Alors, je vais reprendre l'exemple de la personne qui pose la question. Donc, si elle importe de la sauce soja, alors à ma connaissance, je n'ai pas l'annexe 1 sous les yeux, mais je ne pense pas que la sauce soja soit dans l'annexe 1. Donc, je dirais qu'elle n'est pas concernée. Par contre, si elle importe le soja pour faire la sauce soja, elle serait concernée, puisque très clairement, le soja est dans l'annexe 1. Après, je vais me permettre de compléter la réponse parce que il y a des entreprises comme ça qui se disent, OK, moi, le produit que j'importe ou que je mets sur le marché ou que je vends n'est pas listé dans l'annexe 1. Est-ce que je dois faire quelque chose? Moi, je leur pose la question, dire, posez-vous quand même la question, c'est que quand bien même vous n'êtes pas directement assujetti à l'EIDR, qu'est-ce qui se passe si vous avez un fournisseur qui n'a pas fait le job, qui finalement ne peut pas démontrer que ce qu'il vous vend est conforme à l'EUDR. Alors, il peut y avoir des problèmes réglementaires, il peut y avoir des problèmes de blocage à l'importation et il peut y avoir des problèmes réputationnels. Donc, voilà, je mets ça quand même sur la table parce qu'on est quand même sur un sujet sensible sur lequel les associations de protection de l'environnement vont faire attention à ce que le règlement soit bien appliqué. Donc, même si vous n'êtes pas directement assujetti, posez-vous la question, qu'est-ce que je mets en place pour m'assurer que mes fournisseurs ont bien fait le job? Merci. Ouais, c'est très clair. Merci du conseil, Emmanuel. Donc, j'ai vu qu'on a passé à travers les différentes questions et réponses. Merci à tous ceux qui ont participé au webinaire. Si vous avez d'autres questions, sentez-vous à l'aise de nous les partager. On se fera un devoir avec l'équipe BV et GS1 et Optel d'y répondre. Merci encore du temps que vous avez passé. Merci Emmanuel, merci Simon. C'était très agréable de passer cette heure en votre compagnie et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir tout le monde. Merci à tous, au revoir. Merci, au revoir. Merci pour l'échange.